Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue. Voici les titres de ce 6 juillet. Vers un nouvel allongement de la durée de cotisation pour les retraites, Xavier Bertrand n'a pas attendu les conclusions du corps pour annoncer un allongement à 41 ans et demi pour les Français nés après 1955. 41 ans et demi au lieu de 41 ans et un trimestre prévu par la loi de 2010. Le projet de l'Institut des biomédicaments et cosmétiques à Tours est sur les rails. Il a été présenté aujourd'hui. Pour en parler dans ce journal, Franck Teston, vice-président de l'Université François Rabelais en charge des partenariats. Et puis une conséquence heureuse de la sécheresse et du bas niveau de la Loire, les piles et traces des ponts antiques et médiévaux se découvrent. L'occasion de voir leur emplacement, mais aussi pour les chercheurs d'y accéder plus facilement et d'en comprendre leur histoire, mais aussi, vous le verrez, leur sens. 10 mois après la mobilisation contre la réforme des retraites, voilà que le gouvernement annonce un nouvel allongement de la durée de cotisation. Une décision qui fait suite aux propositions du COR, le Conseil d'orientation des retraites, si bien que les personnes nées après 1955 vont devoir travailler plus longtemps. Julien Gauthier. C'est officiel, le Conseil d'orientation des retraites vient de rendre son avis concernant l'allongement de la durée de cotisation à 41,5 ans pour une retraite à taux plein pour les générations nées à partir de 1955. Un avis que n'a pas attendu Xavier Bertrand pour annoncer cet allongement. Le ministre du Travail veut entériner sa décision dans les prochaines semaines par un décret, une annonce saluée par l'organisation patronale MEDEF. Je le défends parce qu'on ne peut pas faire autrement que d'essayer d'avoir une proportion la plus constante possible entre la durée de vie, l'allongement de la durée de vie en tous les cas, et l'allongement de la durée du travail. Côté syndical, ce sera, je cite, un nouveau motif de mobilisation pour la rentrée. L'opposition, elle aussi, se rebiffe. Le Parti socialiste juge cette annonce du gouvernement comme une provocation quelques jours seulement après l'entrée en vigueur de la réforme des retraites. Le gouvernement nous a expliqué qu'il n'y aurait pas d'allongement de la durée de cotisation avant 2020. Donc le gouvernement a menti aux Français. Ça veut dire que la réforme qu'il a fait voter est une réforme qui n'est pas financée, puisqu'il éprouve le besoin aujourd'hui d'aller rechercher de nouvelles ressources. Et ça veut dire que l'obsession gouvernementale à ne pas mettre à contribution les revenus du capital l'amène à durcir chaque jour davantage les conditions de départ en retraite des Français. Et dans le propre camp de la majorité UMP, cette annonce du ministre du Travail ne fait pas l'unanimité. Est-ce parce qu'il est actuellement en campagne électorale ? Toujours est-il, pour Dominique Leclerc, sénateur UMP d'Indre-et-Loire, qui a porté le dossier de la réforme des retraites au Sénat, cette annonce ne doit pas se concrétiser dans les faits, en tout cas pas dès à présent. À mon avis, c'est prématuré en fonction de plein de critères, c'est-à-dire l'ambiance économique, etc. Il n'y a pas que le critère d'allongement de durée de vie qui doit être pris en considération. Et donc, moi, j'aurais préféré attendre encore quelques temps, puisqu'on a encore 4 ans, de voir quelle sera la conjoncture et notamment celle de l'emploi. Simple effet d'annonce ou réelle volonté d'action gouvernementale, le débat autour des retraites n'en a pas fini de peser dans le paysage politique français, quelques mois seulement avant les élections présidentielles. 2 fuites de gaz aujourd'hui à Tours. La première ce matin rue Jolivet dans le centre-ville. Une pelleteuse a arraché une conduite. Une dizaine de personnes ont dû être évacuées. Et la deuxième, vous le voyez, à côté de la place Jean Jaurès, avenue Gramont. Là aussi, il s'agit d'un chantier, mais celui du tramway. Ici, c'est la vétusté des canalisations qui est en cause. Ces canalisations allaient être remplacées par GRDF. Image signée Anaïs Michaud. Le projet IBC lancé, il était présenté aujourd'hui. L'IBC, c'est l'Institut des biomédicaments et cosmétiques, une formation niveau bac, licence, master et doctorat qui s'installera sur le site des casernes de la rue du Plat d'Étain à Tours. Un projet qui vise à renforcer l'offre de formation dans le domaine des biotechnologies dans une région centre qui cultive l'excellence en la matière. Pour en parler, nous recevons Franck Teston, vice-président de l'Université François Rabelais en charge des partenariats. Bonsoir.
bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être venu nous parler de ce projet. Alors justement, vous êtes en charge des partenariats et l'IBC, c'est le fruit d'un partenariat entre l'IMT et le PRES, le pôle de recherche et d'enseignement supérieur du Centre Val-de-Loire, et la création de cette formation à Tours, en fait, est totalement justifiée. Tout à fait. C'est vraiment un regroupement entre plusieurs partenaires du PRES, puisque l'IMT a également intégré le PRES très récemment, et c'est la cohésion entre un centre de formation par apprentissage, qui est le groupe IMT aujourd'hui, les deux universités, à la fois de Tours et d'Orléans, pour bien montrer en fait la richesse de l'enseignement supérieur présent sur le territoire de la région centre, et puis également un point à pas négligé aussi, c'est en fait un partenariat avec le Crous pour le logement, puisqu'en fait on ne peut pas créer, l'idée c'est de vraiment vouloir créer en fait un premier centre national avec une envergure nationale sur les nouvelles formations dédiées donc au secteur de la pharmacie et au secteur de la cosmétique en région centre. Dans une région justement qui cultive l'excellence, je le disais. Tout à fait. Il y a un pôle de compétences, cosmétologie, 40% de la production des médicaments en France se fait ici. Il y a un réel besoin de formation dans ce domaine. En effet, j'allais dire plusieurs points, comme vous l'avez souligné. Tout d'abord, un certain nombre... la région centre et même plus largement, si on regarde sur le périmètre avec la région Haute et Basse Normandie, donc des régions limitrophes, nous sommes la première région au niveau national pour la production pharmaceutique et également la première région en termes de production en fait cosmétique avec le pôle de compétitivité Cosmétique Valais qui est sur Chartres. Et donc l'idée de développer des nouvelles biotechnologies, ce qu'on appelle la dimension des biotechnologies. C'est-à-dire que, on le sait, dans le secteur de la cosmétique, aujourd'hui, les produits cosmétiques sont issus en fait d'une filière biologique, et il est nécessaire en fait d'accompagner ces mutations technologiques de nos entreprises de demain. Et là, c'est un grand besoin parce qu'on en a beaucoup de façonniers en fait de gens qui travaillent pour l'industrie pharmaceutique. Ils vont devoir transformer complètement un bout de souffle en ce Exactement, c'est un bout de souffle. Donc on va être sur une révolution technologique. Il faut bien sûr accompagner nos industries et ça va à la fois par la dimension de la recherche, donc d'où le rôle des universités pour la dimension recherche, et bien sûr accompagner sur la formation des emplois de demain. Et des formations qui dans ce domaine finalement manquent en France ou en tout cas dans la région. En effet, puisque nous allons être sur des nouvelles technologies et donc à partir de là des nouvelles méthodes pour les industriels, et donc ce sont des nouveaux métiers qui n'existent pas, et donc le gros travail c'est de construire avec les industriels, avec nos partenaires industriels, vraiment leurs besoins en termes de formation de demain. Et c'est pour ça qu'on s'associe à la fois avec le groupe IMT, puisque c'est aussi une des raisons, une des innovations du projet, c'est de pouvoir travailler pour des étudiants qui vont aller du niveau pré-bac jusqu'au niveau doctorat. C'est-à-dire que l'idée, c'est vraiment qu'on arrive à balayer un ensemble de formations extrêmement vaste pour l'insertion professionnelle des jeunes de demain. Ouverture prévue quand ? Alors, une ouverture prévue, on espère septembre 2013, peut-être plutôt début d'année 2014. J'allais dire, tout va dépendre des financements que l'on obtient à la fois de l'État, puisque c'est un projet de 20 millions d'euros qui est largement soutenu par les collectivités locales territoriales. Et en fait, nous allons demander presque la moitié de l'argent au niveau de l'État. Et puis, bien sûr, il nous faut trouver un partenariat avec les industriels, puisqu'il nous faut aussi de l'argent du privé pour nous permettre le développement de ce futur projet. Franck Teston, merci beaucoup d'être venu nous parler de ce projet de l'Institut des biomédicaments et cosmétiques. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Dans le reste de l'actualité, des écoliers qui ne sont pas tous en vacances. La plupart ont terminé la classe vendredi dernier, mais d'autres sont restés sur les bancs, restent encore sur les bancs pendant une semaine. La raison, les stages de remise à niveau. Anaïs Michaud. Des couloirs et des classes vides, une sonnerie qui s'est tue, rien de plus normal en ces vacances d'été. Pourtant, à l'école Velpeau, certains n'ont pas encore rangé trousses et cartables. 4 élèves de CM1 et 4 autres de CM2 jouent les prolongations. Tous les matins cette semaine, ils participent au stage de remise à niveau et le font de bon cœur. Je suis contente d'être là, on s'amuse bien. Comme ça, le temps y passe parce que j'ai rien à faire le matin. Alors en plus, ça m'aide. Ces stages gratuits sont proposés depuis 2008 aux élèves qui ont des difficultés en français et en maths, ainsi qu'à ceux qui souhaitent réviser avant l'entrée en 6e. Un dispositif dont se réjouissent les enseignants. Je trouve que c'est bien utile pour les enfants. L'an prochain, j'aurai un CM2. Ça me paraît intéressant pour moi d'avoir des élèves dès la rentrée sur lesquels certaines lacunes ont été un peu aplanies, et ça me permet de dégrossir le travail, d'aborder la rentrée plus facilement. À 6 élèves maximum par classe, ces stages permettent de cibler les difficultés de chacun et de travailler dans une ambiance plus détendue.
Moi, je trouve que c'est un peu plus facile parce qu'on est en petit groupe, donc c'est plus facile de réviser parce que vu que dans la classe on est assez nombreux, c'est avec des fois il y a du bruit, donc c'est pas trop facile de comprendre, de tout comprendre en fait. Au programme du stage, arithmétique, géométrie, conjugaison ou grammaire, autant de révisions nécessaires pour que les élèves puissent combler leurs lacunes. J'en ai déjà fait un à Pâques et ça m'a beaucoup aidé et mon bulletin a plus... j'ai eu plus de bonnes notes. 3 ans après leur mise en place, ces stages de remise à niveau semblent donc une réussite, même si le fait de proposer des heures supplémentaires à certains enseignants tout en supprimant des postes à l'éducation nationale peut paraître paradoxal. Le Tour de France et nouvelle échappée de notre Tourangeau Jérémy Roy à une trentaine de kilomètres de l'arrivée, échappée en compagnie de Thomas Voeckler. Jérémy Roy a malheureusement été repris à 3 km du Cap Fréhel. C'est Mark Cavendish qui a remporté cette étape de 165 km à travers la Bretagne du Nord. La sécheresse est pour une fois une conséquence plutôt heureuse. Le bas niveau de la Loire permet de découvrir les fondations d'anciens ponts, parfois même des ouvrages antiques. Des archéologues en profitent pour faire des recherches. C'est le cas à Tours, près du pont de Fil, où les efforts se concentrent sur les vestiges d'un pont médiéval dont la réalisation est attribuée au comte de Blois, Eudes II, en 1033. Sabrina Meloult. Ce matin, Virginie, archéologue, fouille les dessous de la Loire. Son objectif pour l'instant, examiner les pieux, des pieux visibles grâce à la sécheresse qui a considérablement fait baisser le niveau de l'eau. Si l'objectif final est de découvrir un pont médiéval, le travail aujourd'hui consiste à collecter des informations capitales provenant des pieux. Ça renseigne d'abord sur la formation de la ville, ça renseigne sur les axes de franchissement, ça renseigne également sur l'objet technique du pont, comment on construit un pont. Ça renseigne également sur les solutions qui ont été apportées aux difficultés techniques d'implantation en fait, des fondations du pont dans un lit du fleuve que l'on connaît mal. Et donc l'idée c'est que de tout ce travail-là, en fait, de relevé topographique avec donc cette équipe qui est mise en place sur cette intervention-là, on puisse arriver à répondre à tout cet ensemble de questions. Les pieux, véritables marqueurs de temps, sont alors sciés par un autre membre de l'équipe. Un bout de bois qui sera emporté puis étudié par des professionnels. Chaque détail compte, même la nature du bois peut être source d'informations. Et ces recherches archéologiques permettent aussi quelquefois de remonter encore plus loin dans le temps. L'idée, c'est effectivement de prouver qu'il y a bien un pont au XIe siècle et de voir si par hasard il n'y aurait pas aussi des structures antérieures. Ce qu'on va aussi trouver inévitablement, c'est des structures qui ont été construites après, donc des réfections, des reconstructions du pont. Les recherches des archéologues se termineront à la fin de la semaine. Parions que les vestiges des fondations de ce pont médiéval livreront aux chercheurs quelques secrets bien gardés, témoins d'une époque. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, nous parlons des championnats de France de canoë-kayak qui se tiennent à Tours jusqu'à la fin du week-end. A tout de suite.